À partir de combien d'argent on est libre financièrement et surtout combien de temps ça va nous prendre? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Donc on est parti sur mon écran. Alors au niveau de cette vidéo, il y a plusieurs éléments qu'on va voir. C'est tout d'abord qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Ensuite, comment on calcule le capital nécessaire dont on a besoin pour être libre financièrement? Des exemples concrets de capital nécessaire selon le niveau de vie et je pense que ça va étonner beaucoup de personnes sur certains éléments. Ensuite, combien de temps faut-il pour atteindre ce capital? Comment accélérer l'atteinte de la liberté financière? Aussi les risques et pièges qu'il faut absolument éviter et l'impact de la fiscalité. Et aussi, on va parler un petit peu d'expatriation. Aussi, est-ce que ça peut jouer dans la balance lorsque potentiellement on a un capital qui est important? Donc, on est parti. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la liberté financière? Alors pour ça, il y a à peu près 3 éléments qui, je pense, correspondent un peu à la liberté financière. Le premier, c'est avoir assez d'argent investi pour pouvoir vivre sans travailler si on le souhaite. Donc ça, c'est un petit peu l'indépendance et la liberté financière. C'est se dire, en réalité, même si demain je perds mon travail ou j'ai plus envie de travailler, théoriquement, je peux me le permettre parce que mes investissements couvrent mes dépenses. Ensuite, le deuxième élément, c'est ne plus dépendre d'un patron, d'un business ou de clients. Parce qu'on peut avoir un énorme patrimoine. Théoriquement, on est libre financièrement, mais en fait, on ne l'est pas parce que on a un patron ou sinon on a un business ou des clients à gérer. Donc au final, on n'est pas vraiment libre financièrement parce qu'on a toujours des comptes à rendre, que ce soit à des clients, avec notre business, avec notre patron, etc. Et le troisième élément, c'est la liberté. C'est choisir de travailler ou non, mais sans contrainte financière. C'est-à-dire qu'on peut être libre financièrement et pour le coup avoir un patron et travailler en tant que salarié et être libre financièrement parce qu'en fait tout simplement on aime ça et on a envie de continuer. Pareil, on peut avoir un business ou des clients en freelance et ça nous plaît, donc on est déjà libre financièrement mais on continue parce que c'est quelque chose qui nous plaît, parce que le travail c'est pas forcément toujours quelque chose d'atroce, on peut aussi prendre du plaisir en fonction du travail qu'on a. Donc ça, c'est à peu près qu'est-ce que c'est que la liberté financière. Maintenant, on va voir comment calculer le capital nécessaire pour être libre financièrement. Alors pour ça, on va pouvoir faire une petite explication de la règle des 4%. Alors la règle des 4%, c'est basé sur une étude historique qui est la Trinity Study. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été refaite plusieurs fois, non pas par la Trinity Study, mais par d'autres personnes qui l'ont réalisée par rapport aux données actuelles parce qu'elle était faite de base, il me semble, sur un historique de 30 ans au niveau des marchés financiers. Donc il y a certains blogs que vous pouvez retrouver en ligne qui l'ont fait sur 40, 45 ans, etc. Ce qu'on peut en retenir, c'est 4% dans 90% des cas. Concrètement, ça va permettre d'être safe au niveau de ses investissements. Ça signifie qu'on peut retirer 4% de son capital chaque année sans risque de le voir disparaître à 90% à peu près. Si vous voulez réduire ce risque, en réalité, il faudra plus être autour des 3% et on verra que c'est à condition d'être vraiment investi sur des actifs qui performent. Parce que si c'est sur un livret, en fait, directement, le capital va diminuer fortement. Au niveau d'un exemple, donc si on prend 1 million de patrimoine net investi sur certains actifs qu'on verra après, on peut retirer 40 000 euros par an à vie, ce qui est non négligeable. Après, si on souhaite être un petit peu plus conservateur, pourquoi pas se mettre à 3,5, voire 3% directement. Maintenant, comment l'appliquer à son propre cas? Il va falloir calculer ses dépenses annuelles. Donc là, c'est très important de connaître combien coûte son loyer, plus ses courses, plus les voyages, loisirs, assurances. La totalité, c'est quoi notre budget mensuel? Donc exemple, si on dépense 2 500 euros par mois, ça fait 30 000 euros par an. Donc 2 500 euros par mois, franchement, c'est beaucoup en termes de dépenses. C'est-à-dire que si on est seul, c'est quand même un très beau budget qui permet de faire énormément de choses. Donc là, si on veut 30 000 euros par an de revenus, la règle des 4%, il suffit de multiplier votre niveau de dépenses annuelles, de faire x25, et on se retrouve à 750 000 euros. Donc, si imaginons on vit avec 2 500 euros par mois et qu'avec 2 500 euros par mois, on est très confortable, concrètement, si on veut être libre financièrement, il nous faut 750 000. Bon, c'est quand même énorme, hein. Donc, vous allez voir que c'est assez compliqué en fait d'être libre financièrement, même s'il y a des choses qui peuvent nous aider, qu'on va voir directement. Donc au niveau des exemples concrets de capital nécessaire selon le mode de vie. Alors là, j'ai pris 4 exemples en fonction du niveau de vie, avec 2 niveaux à mon sens, surtout le dernier niveau ici qui est assez extrême. Donc le premier niveau, c'est une vie minimaliste avec un pays à bas coût. Donc c'est 15 000 euros par an. Donc si on a besoin de 15 000 euros par an pour vivre, en France, ça peut être compliqué de vivre avec 15 000 euros par an, mais franchement, vous allez à Bali, vous allez en Thaïlande, etc. 15 000 euros par an, on peut vivre. Ça doit faire 1 300 et quelques euros par mois. C'est possible de vivre. Après, si on est âgé,
c'est un petit peu plus compliqué parce que les assurances notamment coûtent plus cher. Mais si on est jeune, on a 30, 40 ans, 50 ans même, pour le coup, c'est vraiment possible. Donc ça fait un patrimoine qu'il faut de 375 000 euros. Donc déjà là, c'est un petit peu plus réaliste. Maintenant, si on parle d'une vie entre guillemets modeste en France, parce que c'est déjà une belle vie en soi, 24 000 euros par an, ça fait après 2 000 euros par mois. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier là, c'est les taxes. Donc en réalité, 24 000 euros par an, c'est moins que ça. C'est très certainement plus autour des 17 000. Donc ça va faire après du 1 600 euros et quelques par mois. Donc on peut vivre en France voilà, avec 1 600 euros par mois, mais on n'a pas non plus un train de vie complètement fou. Je pense au prorata, on a un meilleur style de vie avec une vie minimaliste ici en Asie ou en Indonésie qu'avec 24 000 euros en France, où là, le moindre resto, c'est 20 euros, quoi. Alors que franchement, pour aller à Bali, on peut manger, même si on mange une pizza qui est un truc un peu ici d'européen, pour le coup, une pizza, ça va coûter 5 euros, alors qu'en France, la pizza, c'est 10, 15, 20 euros. Donc, ça peut permettre de faire des économies. Et ensuite, on a confort. Alors là, c'est vraiment le budget confort. On est, pour moi, très très bien, j'estime. Après, peut-être que certains dépensent beaucoup plus, mais 36 000 euros par an, ça fait 3 000 euros par mois. Donc là, franchement, 3 000 euros par mois, dans toute l'Europe, on peut bien vivre. Après, c'est sûr, dans les capitales comme Paris, il y a certains loyers, des fois, qui coûtent 5 000 euros, donc ça va être compliqué. Mais il y a aussi des plus petits appartements. Mais 3 000 euros par mois, franchement, là, je pense qu'on peut vivre quasiment de partout. Et encore plus, Asie, Indonésie, là, on est le roi du pétrole. Par contre, il faut accumuler 900 000 euros, ce qui est, encore une fois, très, très important. Mais voilà, c'est un exemple juste ici. Et après, on a la vie de luxe. Alors là, la vie de luxe, c'est quoi? C'est voyage en business, on va dire. Voiture, franchement, là, vous pouvez rouler en Porsche, vous pouvez rouler en ce que vous voulez. Hôtel, je pense 4 étoiles minimum, voire 5 étoiles. Alors, je sais pas trop ça coûte combien un hôtel 5 étoiles, mais je pense que c'est au moins un hôtel 5 étoiles. Je sais pas combien ça coûte, mais après, personne vit à l'année, je pense, dans un hôtel 5 étoiles. Mais une nuit dans un hôtel 5 étoiles, je pense que ça doit être au moins 200 euros. Donc, c'est assez cher. Et donc là, revenu annuel nécessaire, donc c'est 100 000 euros par an. Donc là, il faut un capital de 2,5 millions. Donc là, c'est vraiment une autre sphère. C'est pour ça que nous, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. On va plus s'attarder sur les trois autres. Le premier, franchement, je pense qu'il est atteignable par nous tous. Alors, c'est sûr, ça va prendre, pour certains, ça prendra 15 ans, pour d'autres 25 ans. Mais franchement, c'est atteignable, je pense, pour tous ceux qui s'y mettent assez tôt. Si on s'y met avant 30 ans, clairement, c'est atteignable avant 50. Et après, en fonction des niveaux au-dessus, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on ne va pas dire que c'est impossible parce que je pense que voilà, on peut quand même le faire. Donc, combien de temps il faut pour atteindre la liberté financière du coup? Alors, ça dépend du taux d'épargne et du rendement. Alors, au niveau de cet élément-là, c'est plus on épargne et on investit bien, et plus on y arrive vite. Donc, on va faire une simulation avec un rendement moyen de 8% par an. Donc, pour ça, un investissement dans un ETF Monde ou un ETF S&P 500, peu importe, j'en ai fait plein de vidéos. Si on prend cet exemple-là, on va voir que là, déjà, on a un très bon taux de rendement, certainement l'un des meilleurs taux. Et le taux d'épargne, ça, je vais vous le partager après, mais c'est vraiment ce qui va faire la grosse différence. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont libres financièrement à 40 et d'autres qui seront jamais libres financièrement, même à 90. Donc, comment investir pour ça le mieux, que ce soit sur un ETF World ou S&P 500, c'est avec du DCA. Donc, c'est investir un montant fixe tous les mois sans se soucier des fluctuations et ne pas paniquer en cas de crise parce que, encore une fois, on investit sur le long terme, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, même si demain ça baisse de 5%, ça ne change strictement rien au plan. Et la bourse monte sur le long terme. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, moi je vous partage chaque mois mon bilan de mes investissements. Vous pouvez aller voir chaque mois le bilan que je sors sur la chaîne. Vous voyez mon DCA, combien évolue mon patrimoine au fur et à mesure du temps et mon portefeuille directement. Et le courtier que j'utilise pour ça, c'est Trade Republic. Et vous pouvez directement ouvrir un compte, que ce soit un compte titre ou un PEA. Les deux sont possibles chez Trade Republic. Donc ça, c'est vraiment top. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte gratuitement en quelques minutes. Et au-delà de ça, d'avoir une action offerte jusqu'à 40 € après le premier investissement. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc le deuxième élément juste là, ça va être le tableau de temps nécessaire. Alors ça, c'est hyper intéressant. Si on prend l'exemple d'un taux d'épargne de 10%, si vous voulez être libre, c'est-à-dire finalement pouvoir remplacer le montant que vous avez défini, que ce soit 1 000 € par mois, 2 000 €, 3 000 €, en fait c'est votre niveau de dépense. Donc si vous dépensez 1 500 € et que vous voulez 1 500 € de revenus passifs par mois, pour ça, il faut que vous épargniez 10% de vos revenus pendant 51 ans. Donc là, c'est vraiment pas quelque chose qui donne envie parce que si on commence même à 20 ans, concrètement, on aura
notre revenu net à vie, mais qu'à 71 ans si on a commencé à 20 ans. Donc c'est pas top. On peut voir déjà quand on passe à 20%, là ce qui est assez parlant, c'est qu'en fait une carrière complète, je crois c'est 42 ans, 42 annuités. Donc là on passe en dessous des 40. Donc on est à 37 ans, donc 20%. Et je crois qu'en France la moyenne taux d'épargne, il me semble que c'était un peu plus de 15%, ce qui en France en taux d'Europe est un taux vraiment élevé. Le seul truc c'est que souvent en France, bon, on ne sait pas investir. Mais du coup là 20%, 37 ans. Et là, pour moi, vraiment, ça devient hyper intéressant. En fait, c'est dès qu'on dépasse les 20%. Donc, si vous épargnez 30% de vos revenus, il vous faudra 28 ans pour tout simplement être libre financièrement. Alors, on peut dire, 28 ans, c'est long. Encore une fois, ça dépend de l'âge auquel on commence. Si on commence à 30 ans, ça fait à 58. Mais 58, c'est toujours mieux que la retraite qui est à 64 et qui un jour sera à 75. Et si on a 20 ans, là, 20 ans, ça fait 48 ans. 48 ans, on reste super jeune. Et à 48 ans, pendant qu'il y en a, ils vont partir à la retraite à 70. Donc, même si ça paraît vraiment être hyper long, 28 ans, au final, c'est pas si long que ça, quoi. Parce que le temps, il passe tellement vite. Ensuite, on va avoir 50%. Donc là, clairement, on arrive sur des niveaux extrêmes. Souvent, par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que sur ces niveaux-là, il y a de la privation, mis à part si la personne gagne 10 000 euros par mois ou je sais pas combien. Mais dans la majorité des cas ici, pour moi, plus de 50%, je trouve que ça peut être de la privation. C'est pour ça que je trouve déjà, épargner 30%, c'est déjà génial. Et c'est ce qu'il faut se fixer. Et si vous avez des très très gros revenus, dans ce cas-là, oui. Mais encore une fois, je pense que c'est une minorité de personnes qui peuvent épargner 50% et 70%. À part des joueurs de foot et peut-être des médecins, chirurgiens, je ne sais où, c'est quasiment très très compliqué. Mais dans ce cas-là, 50%, ça fait 17 ans. Donc on peut voir que la plus grosse variable, en fait, c'est le taux d'épargne parce que le rendement, on n'aura pas vraiment d'impact dessus. Donc ça donne une idée, mais moi je trouve que le goal ici, c'est 30%, ce qui est très très bien. Et souvent, c'est pas le cas au début parce que quand on a 20, 25 ans, 30 ans, on ne gagne pas encore beaucoup d'argent. Par contre, vers les 40, si on a bien développé nos compétences, etc., là, on va commencer à gagner beaucoup d'argent. Enfin, on peut gagner beaucoup d'argent. 40 et 50, pareil, on commence à être très très compétent. On va pouvoir gagner encore plus d'argent. Donc notre taux d'épargne, il va augmenter au fur et à mesure du temps. Parce qu'au départ, forcément, si on a un tout petit revenu, moi je me rappelle quand je travaillais chez KFC, concrètement, je travaillais chez KFC, j'étais coursier à vélo aussi pour Uber Eats, Deliveroo, Stuart à Bordeaux. Je ne pouvais pas épargner 30% tout au début parce que en fait, j'avais un studio à 500 euros par mois et du coup, mon KFC, je travaillais à mi-temps et je crois que je travaillais, c'était 17 heures, quelque chose comme ça, et ça me touchait 600 euros par mois. Donc 600 euros par mois, plus coursier à vélo, je touchais 800 et quelques au total. Donc franchement, c'est impossible. Enfin, à mon sens, je trouvais ça impossible, à part si je vivais chez mes parents. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, après, j'ai arrêté chez KFC, j'ai fait d'autres activités, etc. Donc, j'ai pu épargner 10, 20 et même jusqu'à 30% juste ici. Donc ça, c'est le tableau de temps nécessaire. Et ensuite, maintenant, il y a d'autres éléments qui vont être importants. C'est comment accélérer l'atteinte de la liberté financière. Donc là, il y a 3 phases. La première, c'est chercher à augmenter ses revenus. Alors franchement, c'est très compliqué parce que nos revenus, souvent, on ne peut pas les augmenter comme ça. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, je vais gagner beaucoup plus. Par contre, il y a des solutions. Ça peut être développer des compétences qui sont lucratives, que ce soit notamment dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise, finalement, si on lui rapporte de l'argent, potentiellement, elle peut nous augmenter. En fait, c'est vraiment binaire. Si demain, je dis à quelqu'un, vous me payez 50 000 euros par an et je vais vous en rapporter 100 000, c'est intéressant en fait. Même si je dis, il faut me payer 10 millions par an, mais je vais vous en rapporter 100 millions, oui, ok, on va te payer, on va trouver une solution pour te payer ce montant-là, parce qu'on sait que ça va être rentable. Donc finalement, c'est vraiment une question de rentabilité. Donc il faut chercher les compétences qui vont être les plus lucratives. Alors dans mon cas, moi, ça va être plus dans l'informatique, où il y a vraiment en freelance, il y a plein de belles choses à faire, mais il faut savoir que ça peut être aussi dans le tertiaire, etc. Et donc chercher à être augmenté, ça peut être aussi changer de poste. Ça, des fois, c'est ce qui permet d'avoir le plus gros gap. C'est que l'augmentation de salaire, en fait, au bout d'un moment, ça va être limité parce que quand l'entreprise, elle va augmenter les salaires de pas mal de membres de l'équipe, elle ne peut pas augmenter quelqu'un de 40% et un autre de 1%. Donc en fait, souvent, ils vont augmenter tout le monde, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, là, on peut avoir un gap, c'est le changement vraiment d'entreprise. Parce que là, on revient sur le marché avec un CV à jour, avec nos nouvelles compétences, etc. Et ça peut valoir cher sur le marché. Donc souvent, c'est un des meilleurs moyens pour vraiment augmenter ses revenus et pas faire un gap de 1% par an, mais faire un gap de 20% et des fois même plus directement. Donc 20%, si on gagnait 2000 net, on passe à 2400. Sincèrement, 400 euros par mois de différence qu'on peut investir. Donc ça fait 20% en plus de taux d'épargne. Imaginez si vous investissez déjà 30%,
quand vous avez 2000 euros, vous investissez 600, vous passez de 600 à 1000 euros de taux d'épargne. Et 1000 euros, pour le coup, là, vous allez très vite hein, en termes de liberté financière. Ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Ensuite, le deuxième élément qui est aussi fondamental, c'est réduire ses dépenses intelligemment parce que une personne qui gagne beaucoup d'argent, bah, c'est bien, mais d'un côté, si elle dépense la totalité ou la quasi-totalité, bah, en fait, ça sert à rien. La personne a beau gagner 5000 euros, si elle met 100 euros de côté, c'est nul par rapport à une personne qui gagne 2000 et qui met 400. Bah, la personne qui met 400 euros de côté avec 2000 euros de salaire, elle est 4 fois plus riche. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça va être optimiser notamment son logement, donc ça peut être vivre dans un endroit moins cher, ça peut être aussi ne pas acheter de passif inutile, que ce soit une voiture neuve, que ce soit après tout ce qui est addiction, notamment cigarettes, jeux en ligne, le casino, etc. On se dit à chaque fois, non mais le casino, il n'y a personne qui joue au casino, il y a énormément de gens qui jouent au casino, c'est juste qu'on n'entend pas parler, mais en ligne, voilà, il y a plein de personnes qui jouent au jeu et qui perdent énormément d'argent. Donc vraiment, il faut arrêter toutes les addictions et après essayer de réduire ses dépenses et avoir une vie entre guillemets un petit peu frugale parce que c'est quelque chose qui nous permet encore une fois d'investir et d'épargner un maximum. Ensuite, troisième élément, c'est investir 100% passivement en ETF. Pourquoi en ETF? Parce que l'objectif, c'est d'être vraiment libre financièrement. Donc si on commence à investir dans des actions individuelles qu'on doit choisir, analyser, regarder les bilans, les comptes de résultats, etc., en fait, ça, c'est un travail. Et la réalité, c'est que même ceux qui ont ce travail, que notamment des grands groupes, des fonds d'investissement, n'arrivent pas à surperformer des indices de référence qu'on peut répliquer avec un ETF. Donc, à quoi bon se prendre la tête pour, au final, avec 90% de chances de sous-performer directement un simple ETF. Donc, pour ça, ça peut être encore une fois un ETF World, un ETF S&P 500 si on souhaite faire très simple. On investit sur long terme, ça réinvestit automatiquement et on a cet effet boule de neige au niveau des intérêts composés. Maintenant, cinquième élément, c'est les risques et comment les minimiser. Alors, le premier risque, c'est la peur des crises boursières. Notamment quand c'est la première fois qu'on commence à investir en bourse. Des fois, on commence à investir, ça fait 1 an, 2 ans et le marché fait que monter. Donc, en fait, on n'est pas habitué aux baisses. Mais les baisses font assez mal. Moi, pour avoir vécu la crise de mars 2020, j'ai commencé à investir aussi en 2020. Mais du coup, moi, c'était quasiment dès le début la grosse baisse de mon portefeuille. Ça fait tout drôle au début. Et si on prend par contre des exemples, imaginons en 2008, ça fait moins 50%. Mais on a fait 400% de performance ensuite. Donc vous voyez que en fait, oui, il y a des baisses, mais si on regarde sur le long terme, la baisse, elle est ridicule par rapport à la hausse sur le long terme. Pareil, ici, je ne vais pas dire le nom, mais vous voyez ce qui est marqué, moins 30%, mais on a eu un rebond ultra rapide. Et voilà, depuis 2020, on a fait 100%. Donc moins 30%, on a fait 100% en 5 ans sur les marchés. Maintenant, le deuxième élément, c'est sous-estimer l'inflation, surtout quand on souhaite être libre financièrement. Donc là, ça va être prendre en compte l'augmentation du coût de la vie. Parce que même si, imaginons, on prend l'exemple où on habite en Indonésie, on habite à Bali, on a notre 300 000 euros de patrimoine, on peut vivre potentiellement nos investissements parce qu'on a une vie qui est vraiment frugale, on fait attention, etc. Oui, mais la réalité, c'est que les loyers vont augmenter partout dans le monde. Et les charges vont augmenter, les courses vont augmenter, l'alimentation va augmenter, etc. Donc en fait, on ne peut pas se baser que là-dessus. Il faut toujours avoir une petite marge de sécurité parce que le coût de la vie peut augmenter et en fonction des endroits, il augmente beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la solution, c'est bien entendu d'investir sur des actifs qui suivent l'inflation, notamment les actions. On a aussi l'immobilier. Ce qu'on investit dans des actions d'entreprise, ces entreprises augmentent aussi leur prix. Donc ça permet automatiquement de contrer cette inflation. Et en troisième élément, se surestimer financièrement. Et ça peut être aussi une grosse erreur, c'est de se dire, je pense que là, c'est bon, c'est réglé. Et en fait, c'est de ne pas sous-estimer ici ses dépenses réelles une fois libre. Parce que des fois, sur le papier, on se dit, tiens, mon raisonnement, il passe, ça fonctionne, etc. Mais dans la réalité, des fois, on peut être étonné de se dire, en fait, non, là, il suffit que j'ai un pépin de santé, il suffit qu'il y a tel problème, mon indépendance, ma liberté financière, elle est détruite automatiquement et c'est retour à la maison, retour à la case départ. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Donc c'est toujours avoir une marge de sécurité sur son capital. Donc moi, je sais que plus tard, si un jour j'arrive à atteindre mon indépendance financière, alors je vais essayer de me remettre dessus. C'était le capital nécessaire juste ici. Moi, sincèrement, si j'ai autour des 500 000 euros de patrimoine, j'estime être vraiment là indépendant financièrement parce que ça me fait à peu près 2 000 euros par mois, un petit peu moins. Mais du coup, si je veux prendre une petite marge supplémentaire, à ça, il faudrait que j'ajoute, je pense, à peu près 10%. Donc 10%, ça nous fait, dans mon cas, ça ferait 550 000 euros. Et je pense que 550 000 euros, alors ça dépend des besoins de chacun.
Mais personnellement, moi je veux pas forcément vivre dans un palace, avoir une Lamborghini ou une Porsche, ça m'intéresse pas. Je veux une vie simple et où je peux un peu voyager, aller à quelques fois au restaurant, etc. Donc ça veut dire 500, je pense, 1000 euros. On est très très bien directement. Alors si on est en France, on a tout ce qui est taxes énormes, etc. Moi déjà, je suis plus en France. Alors pas forcément que pour les taxes, même si c'est un bon point. C'est plus par rapport à d'autres éléments qui sont personnels. Mais en tout cas, effectivement, ça contribue. Si un jour j'ai un gros patrimoine, à me dire, bah voilà, au moins tu peux vivre de tes investissements avec des taxes beaucoup beaucoup plus faibles qu'en France sur les revenus de la bourse. Ou tout autre revenu, hein, même les revenus immobiliers, etc. Même si j'ai pas d'immobilier pour le moment. Maintenant, on va avoir en sixième élément l'impact de la fiscalité et de l'expatriation. Donc ça va être aussi intéressant. Donc la fiscalité sur les retraits en France, ça va être 30% d'impôt sur les gains, donc c'est la flat tax, donc c'est 12,8% d'impôt plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et à l'étranger, on a certains pays qui taxent beaucoup moins, voire qui taxent pas du tout. Donc là, je vous mets un peu les meilleurs pays actuellement pour les investisseurs. On va avoir la Thaïlande, où en fait tout l'argent qui n'est pas rapatrié en Thaïlande n'est pas fiscalisé en Thaïlande. Donc même si vous avez 500 000, 1 million, 100 millions sur un compte bourse, en fait si cet argent reste sur le compte bourse et que vous ne le rapatriez pas, c'est zéro. Andorre, il me semble qu'on est à 10%, c'est juste à côté de la France, Andorre. Maurice, moi j'habite à Maurice et la fiscalité sur la bourse, c'est zéro. Portugal, il me semble que c'est zéro. Malte, c'est zéro aussi sur le rapatriement, tant que c'est pas rapatrié. Donc voilà, il y a des très faibles taxations, voire zéro directement. Et après, on a aussi Singapour, la Suisse, où là, il y a une bonne fiscalité. Par contre, on a là un coût de la vie qui est élevé. Et donc, des fois, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est que, OK, la fiscalité, elle est meilleure. Par contre, si le coût de la vie, il est très, très cher, au final, OK, on paye moins d'impôts sur nos revenus de la bourse. Mais finalement, cet argent, on le met dans notre loyer qui est beaucoup plus élevé, dans notre assurance voiture, dans les courses, etc. C'est pour ça que je pense que là, c'est des bons, à mon sens, je trouve que c'est des bonnes destinations. La Thaïlande, Andorre, Maurice, Portugal, Malte. Et après, il y a aussi l'Indonésie, mais l'Indonésie, à voir en termes de fiscalité, il me semble que la fiscalité, elle est moins intéressante. Bon, elle est plus intéressante que la France, mais elle est moins intéressante que ces destinations juste ici, ici, qui sont vraiment pour moi, pour les investisseurs, vraiment top. En troisième élément, est-ce que ça vaut le coup? Et la question, c'est que si on a un gros patrimoine, s'expatrier, ça peut économiser plusieurs centaines de milliers d'euros. Après, si on a un tout petit patrimoine, ça changera pas grand-chose. Mais ce qu'il faut voir aussi sur l'expatriation, c'est pas que l'économie fiscale, parce que sinon ça veut dire que les gens qui s'expatrient seraient forcément riches. Il y a plein de gens qui s'expatrient, ils partent avec leur sac à dos, ils ont 500 euros sur un compte, ils partent quand même. Parce qu'en fait, l'expatriation va apporter beaucoup plus de choses et que juste la fiscalité, hein. Donc à mon sens, c'est un plus si on part dans un pays où en plus la fiscalité est plus faible et qu'on investit en bourse, mais c'est surtout un plus en fait quand on a un gros patrimoine. Moi dans mon cas aujourd'hui, franchement je pourrais être en France, ça changerait rien parce que je suis en phase de construction de patrimoine, je vis pas du tout, j'aimerais bien mais je peux pas du tout vivre de mes investissements, à part ça serait pour me payer mon assurance voiture à travers mes investissements en bourse, mais je pourrais pas payer grand chose. Donc dans tous les cas ça change rien. Mais par contre, effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui ont des très gros patrimoines. Là, ça fait une différence, c'est des centaines de milliers d'euros sur vraiment des années et des années. C'est considérable. Ça peut être le montant d'une maison sur 10 ans d'économie. Donc là, ça peut être pertinent. Mais sinon, la fiscalité sur l'investissement, quand on a son petit patrimoine, au final, moi je sais qu'aujourd'hui, ça ne me change rien. Peu importe où je serai, même si on me taxe beaucoup le patrimoine, à la réalité, mon patrimoine, il n'est pas assez important pour que ça impacte tout ça. Mais voilà par rapport à cette vidéo sur à partir de combien on est libre financièrement. Donc on l'a vu, ça dépend vraiment de pas mal d'éléments, notamment de notre taux d'épargne. C'est la chose la plus importante. Après, le rendement, ça on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Si on investit en bourse, souvent on va être sur un rendement à peu près de 8% à 10% par an sur le très très long terme. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. N'hésitez pas si vous avez des remarques à les mettre sous la vidéo directement. Je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets aussi le lien de cette vidéo pour ouvrir un compte Trade Republic et avoir une action offerte jusqu'à 40 € à l'ouverture de votre compte. Et vous pouvez investir directement sur des actions et notamment des ETF parce que moi je préconise plus les ETF et on peut faire des plans d'investissement pour qu'il n'y ait pas de frais lors de l'achat. Donc ça c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.